Charles Martel, bourreau ou libérateur de Marseille? Telle est la question à laquelle je vais m'efforcer de répondre. Les Marseillais, écrit Athénée de Naucratis, écrivain grec de l'Égypte ancienne du IIIe siècle et auteur du Banquet des sophistes, sont pusillanimes et efféminés. Ils supportent même des ornements de femmes, d'où l'expression « tu peux t'embarquer pour Marseille ». Comment cela est-ce possible? Massalia n'est-elle pas la ville de Pythéas et de ses courageux marins célèbres dans toute la Méditerranée? Ses commerçants, ses savants, ses médecins n'ont-ils pas fait sa renommée depuis sa fondation au VIe siècle avant Jésus-Christ? Et pourtant, force est de constater que les Massaliotes semblent progressivement, depuis des décennies, s'endormir sur leur laurier et dans leur confort douillet. Le trafic du port se réduit de plus en plus. Rome préfère commercer avec Arles et Narbonne. Marseille se prélasse nonchalamment entre mer et collines et devient le lieu de villégiature privilégié des grandes familles romaines qui se font construire de belles villas patriciennes sur ces rivages verdoyants. Pétrone écrit le Satyricon et aurait même trouvé du côté du Vieux-Port le modèle de son giton. Mais voici que tout change au Ve siècle, dans les années 400, après les premières invasions barbares. L'empereur Romulus Augustule est déposé par Odoacre en 476. Rome s'enfuit à Byzance. Visigoths, Burgondes, Vandales et autres Ostrogoths envahissent la Provence. Toutefois, Marseille semble curieusement épargnée par les malheurs du temps. Au contraire, le port phocéen sort lentement de sa léthargie et aux envahisseurs venus du nord, Marseille répond en accueillant les exilés venus de l'Orient, Syriens, Grecs, Juifs, qui redynamise son commerce et ses relations avec l'Afrique du Nord, l'Italie et l'Espagne. Marseille, la belle endormie, se réveille et déborde d'activité et de flammes. Elle développe des industries artisanales, mais prospères. Elle exploite systématiquement les marais salants, tisse la laine, foule le lin. Sur le port débarquent des dattes, du papyrus et de l'huile venus d'Égypte, des parfums, des bijoux, des épices et du vin en provenance de tout le Moyen-Orient. L'agriculture renaît en se dotant d'instruments nouveaux pour battre et vanner, des machines à moissonner, des moulins à vent et à eau, qui bientôt feront partie, pour plusieurs siècles, du paysage marseillais. Marseille démontre sa faculté d'absorber et de digérer admirablement ce qui vient de l'extérieur, hommes ou marchandises. Elle n'embête personne et désire n'être embêtée par personne. Elle n'est pas belliqueuse et semble respectée par ses envahisseurs, pourtant tant redoutés. En fait, tout le monde joue le jeu et entretient avec elle des relations courtoises, même si elle n'est pas moins quelque peu ballottée par les Ostrogoths, les Visigoths et les Burgondes, tout au moins jusqu'au 8e siècle. Car ensuite, les choses se compliquent. Elle va en effet subir les assauts répétés de nouvelles tribus, les Francs, bien décidés à la soumettre à l'autorité de leur roi, Thierry IV. Les Francs étaient originaires de Germanie, entre le Main, la mer du Nord, l'Elster et l'Elbe. Ils vont progressivement conquérir toute la Gaule, qui deviendra la France, mais cette conquête ne se fera pas en douceur, car, il faut bien le dire, les Francs étaient aussi
sanguinaires que les autres tribus barbares qui les avaient précédés. Et c'est avec la plus extrême férocité qu'il s'acharnait sur ceux qui tentaient de s'opposer à eux ou tout simplement de négocier. Et Marseille, comme toute la Provence, finira par devoir se plier à leurs lois. Ce ne fut pourtant pas faute de résister. C'est ainsi qu'en 734, elle va subir l'un des sièges les plus terribles de son histoire. Elle est alors administrée par des notables respectés et avisés comme le comte Moronte, patrice de la ville, un homme sage et pacifique, féru d'art et de culture. Moronte incarnait à Marseille un sentiment nationaliste qui s'était révélé pour la première fois de façon spectaculaire en mars 714, lorsque le patrice Anténor, devant l'Assemblée des responsables marseillais, proclama que Marseille devait être indépendante et refusait la tutelle des rois francs. Moronte, loin pourtant d'être agressif avec quiconque, s'efforçait de suivre cette ligne et les Marseillais, dans leur majorité, l'accompagnaient et le soutenaient. Nous allons revenir sur le siège de 714, que je qualifiais comme l'un des plus terribles de l'histoire de Marseille. Mais pour mieux le comprendre, il faut d'abord nous replacer dans le contexte historique et remonter pour cela près d'un demi-siècle plus tôt. Tout commence en fait en 688 avec la naissance d'un nourrisson qui va connaître une étonnante destinée, le futur Charles Martel, fondateur de la dynastie carolingienne et qui demeure encore aujourd'hui à la fois un héros national et un héros chrétien. Son père est Pépin de Herstal, dit Pépin le Gros, maire d'Austrasie depuis 679. Il faut savoir que la France, dont la naissance politique est fixée traditionnellement à la Noël 496, quand Clovis, roi païen de la Gaule du Nord, se convertit au catholicisme, entraînant avec lui les tribus franques et créant la dynastie mérovingienne. La France, donc, est composée de 4 grandes régions. Au nord, la Neustrie, capitale Soissons, puis plus tard Paris, et l'Austrasie, capitale Reims. Au sud, l'Aquitaine et la Burgondie, qui donnera son nom à la Bourgogne, avec comme ville principale Lyon et Genève. La Provence étant alors le débouché maritime de la Burgondie enclavée. À la mort de Clovis, qui avait réussi en une vingtaine d'années à réaliser le vieux rêve de Vercingétorix, d'unifier le territoire de la mer du Nord aux Pyrénées et du Rhin à l'Atlantique, tous ses héritiers étant férois, se partagèrent le royaume qui fut donc composé de ces 4 grandes régions. Dans chacune d'entre elles, au-dessous du roi, se trouvait le maire du palais, à l'origine nommé par le roi, puis plus tard élu par l'assemblée des grands barons francs. Ce maire du palais, c'était en quelque sorte l'équivalent de notre Premier ministre. Après la mort de Dagobert Ier, en 639, le dernier grand roi de la race de Clovis, resté célèbre pour avoir mis sa culotte à l'envers, le pouvoir et l'autorité allaient se concentrer dans les mains du maire du palais, le roi en étant réduit à jouer en quelque sorte un rôle d'apparat. Rien d'autre n'était laissé au roi que le nom de roi, écrit l'historien Egenhard au IXe siècle. La chevelure débordante, la barbe pendante, c'étaient les signes obligés de la royauté. Il avait seulement la satisfaction de siéger sur son trône et d'être façonné à l'image d'un seigneur.
printemps, on tirait l'idole de son sanctuaire et on le montrait au peuple, qui s'inclinait dévotement devant ce roi singulier, silencieux et grave, qui inspirait le respect. Pourtant, cette situation ne semblait pas lui déplaire. Il recevait en audience les ambassadeurs étrangers, mais ses réponses lui étaient directement dictées par le maire du palais. Aucune initiative ne lui était permise. Quant à ses déplacements, la postérité en a retenu cette image pittoresque. Où qu'il se rendit, il allait en char à bœuf, traîné par un bouvier à la mode campagnarde. Ainsi vont se succéder, pendant presque un siècle, une ribambelle de ces pitoyables princes que la postérité a coiffés du sobriquet de rois fainéants. Pourquoi ce sobriquet? Eh bien, sans doute tout simplement parce que ils ne faisaient pratiquement rien. Ils ne faisaient pratiquement rien de leur journée, se contentant de se prélasser sur leur couche, entourés d'une myriade de serviteurs. C'est au sens propre qu'il faut comprendre le mot fainéant. Ils ne font rien. C'est le néant. Et puis encore, au fil des années, ces rois de pacotille ne seront même plus maîtres de leur misérable vie, et souvent chaotés par les multiples intrigues de palais, ils mourraient généralement très jeunes, assassinés par un parti, un clan ou un maire. Tout roi mérovingien est généralement père à 15 ans, vieux à 30, et encore, la plupart n'atteignent pas cet âge. Caribert II mourra à 25 ans. Sigebert II, Clovis II, autour de 26. Childeric II à 24. Clotaire III à 18. Dagobert II à 27. Mais il faut dire que leur jeunesse même, leur inaction, leur innocence inspirèrent certainement au peuple l'idée profonde de la sainteté royale, du droit du roi qui s'enracina dans les esprits, et peu à peu le roi mérovingien apparut aux gens comme un être irréprochable et presque un compagnon de misère pour beaucoup dont la vie était difficile. Et le silence même de l'imbécilité de plusieurs de ces rois fainéants ne diminuait nullement le respect qu'on leur portait. Le roi mérovingien, cet être taciturne, faible et pitoyable, semblait garder le secret de l'avenir. Dans plusieurs contrées encore, le peuple croyait qu'il y avait quelque chose de divin dans les idiots et les faibles. Comme autrefois les païens reconnaissaient la divinité dans les bêtes. Pour en revenir à Charles, futur Charles Martel, il me paraît bien difficile de vous le décrire physiquement, car les chroniques ne nous ont rien laissé, ou si peu, du physique ni du caractère des hommes de ce temps, si ce n'est des convenances dont on ne peut pas tirer grand-chose. Charles est un homme élégant, élégantem, excellent, egregium, et habile, utilem, nous dit Eguenard. Après bien des mésaventures, comme il en était devenu l'usage, il succéda à son père Pépin le Gros à la mort de celui-ci et devint donc maire du palais d'Austrasie en septembre 717. On allait alors s'adresser à lui en le gratifiant du titre de prince de France, mais aussi de duc, vice-roi et consul. Le roi d'Austrasie, Chilpéric, étant alors plus inconsistant et fainéant que ses prédécesseurs, Charles se résolut à nommer lui-même un nouveau roi, à qui on donna le nom de Clotaire IV. En Austrasie, comme en Estrie ou en Aquitaine, on peut dire que les Francs jouaient aux chaises musicales avec leur roi. En 5 ans, Charles
après de nombreuses batailles victorieuses, finira par devenir également maire du palais de Neustrie et de Burgondie, sans aucune contestation de quiconque, et il parvint, à force de courage et de volonté, mais aussi de ruse, à devenir le maître absolu du royaume de France, de façon, on peut dire, tout à fait légale, sans même toucher au principe de la monarchie héréditaire. Comme le dira un jour Ronsard, sera Martel gouverneur des François, non roi de nom, mais maître des rois. Charles Martel, du fait de sa forte personnalité, de son énergie et sans doute aussi de sa foi qu'il affichait de façon ostentatoire, devint assez rapidement populaire. Et les églises faisant alors office de médias contribuèrent à renforcer encore plus cette popularité. Son parrain, Rigobert, ce puissant évêque de Reims, sera l'un de ses soutiens, malgré, en dépit de quelques difficultés et de quelques différends aussi. Charles Martel aimait particulièrement entreprendre des campagnes militaires en terre païenne, celles-ci lui offrant le moyen de batailler et de faire du butin, ce qu'il adorait, avec de surcroît la bénédiction de Dieu. Mais le problème, c'est que parfois, certaines tribus ou populations autochtones étaient aussi chrétiennes que les Francs. C'était le cas des Suèves, appelés aussi Alamans, et des Bavarois, qui ressentirent ces invasions et les exactions qui les accompagnaient comme une profonde injustice. Charles Martel s'enfoncera en Bavière, où il se livrera au pillage et ramènera de ses conquêtes outre-Rhin une princesse indigène qu'il épousera. À travers lui, on peut dire que le 8e siècle annoncera l'ascension de la France en Europe, Germanie et Europe centrale. Un maire de palais est par conséquent, le maire de palais est par conséquent au fait de sa puissance, même si des poches de résistance à cette entreprise implacable des Francs sont nombreuses, notamment dans le sud de la France. C'est d'ailleurs du sud qu'allait survenir un grand danger pour Charles et pour les Francs, et plus précisément de l'Espagne occupée depuis 711 par les Arabes, que l'on appelait alors les Sarrasins. Sous leur influence, il faut préciser que l'Espagne jouissait alors d'une civilisation brillante, alors que le reste de l'Europe, il faut bien en convenir, était plongé dans la plus grossière barbarie. En 719, le gouverneur arabe Sama traversa les Pyrénées avec son armée et s'empara de la ville de Narbonne. Depuis Barcelone, les Sarrasins commencèrent alors des incursions dans le sud de la France et en 732 se déroula la fameuse bataille de Poitiers, remportée par Charles Martel, qui stoppa leur progression et au cours de laquelle leur chef, Abdelrahman, âgé d'à peine 26 ans, et certainement l'un des émirs d'Andalousie les plus charismatiques, fut tué au champ d'honneur avec près de 300 000 de ses hommes. C'est également pendant cette bataille mémorable que Charles reçut le nom de Martel. Pourquoi ce surnom ? Selon certains historiens, le maire du palais refondit le monde ce jour-là, tel le forgeron qui bat de sa masse de fer brûlant. Pour d'autres, c'est une référence à un ancien dieu païen de la guerre dont l'attribut était le marteau. Après cette victoire emblématique, Charles Martel devint le sauveur de la France et de la chrétienté. Et il reste encore aujourd'hui, pour beaucoup, à la fois un héros national et un héros chrétien. Poitiers, écrira Chateaubriand, dans son analyse raisonnée de l'histoire de France, est l'un des grands événements de l'histoire. Les Sarrasins victorieux, le monde était mahométan. Pourtant,
cette bataille de Poitiers a-t-elle vraiment l'importance que nous lui accordons souvent aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Certes, la plupart des historiens actuels estiment que même en minimisant la portée de cette bataille, il n'en demeure pas moins que l'Occident eut alors la sensation, sur le moment, d'être sauvé par Charles Martel, et il est vrai que l'assaut arabe ne se renouvela pas. Mais on peut aussi se demander, comme Anatole France dans La vie en fleurs, si le jour de la bataille de Poitiers ne fut pas le plus funeste de notre histoire, car en 732, pour le romancier, la science, l'art et la civilisation arabe reculèrent devant la barbarie franque. Comme l'indique l'historien Max Ferraud, 3 versions à la bataille existent et ces conséquences continuent à s'affronter aujourd'hui. Il y a d'abord la tradition occidentale. Alors pour la tradition occidentale, c'est Charles Martel qui, par sa victoire sur les Sarrasins, arrêta la conquête arabe. Sans elle, nous serions tous musulmans. Dans la version arabe, il n'y a jamais eu de bataille de Poitiers, ou plutôt la bataille de Poitiers ne fut qu'une simple rixe qui eut lieu à l'extrême ouest de ce qui était alors l'Empire sarrasin. Enfin, il existe une 3e version de cette histoire, la tradition occitane, qui tend à regretter que les Arabes, hautement civilisés, aient dû laisser leur place à des Francs qui, bien que chrétiens, n'étaient encore que des sauvages. Une chose est certaine, c'est que les Francs, même si Charles Martel était soutenu par le pape Grégoire III et l'ensemble de la chrétienté, n'en étaient pas moins considérés, dans une grande partie de l'Europe, comme des barbares, qui ne respectaient rien, ni personne, et n'avaient d'autre dessein que de réduire en esclavage ceux qui tentaient de leur résister. À côté d'eux, l'Espagne, sous domination musulmane, pouvait donc apparaître, à l'époque, comme un petit paradis où régnait la liberté et la tolérance entre musulmans, juifs et chrétiens. Et les Francs continuèrent, avec la même sauvagerie, à servir les peuples en Burgondie, en Frise et en Aquitaine, et à mater toutes les contestations possibles. Si l'on peut parler de la barbarie franque, l'on fera à plusieurs reprises en évoquant aujourd'hui Charles Martel et cette époque, il faut toutefois préciser qu'il s'agit d'une barbarie dans le comportement durant la guerre et les conquêtes de nouveaux territoires, car contrairement à certaines idées reçues, ce que l'on appellera le haut Moyen-Âge ne fut pas, comme on l'imagine souvent, une époque lugubre de ténèbres et de sauvagerie, au cours de laquelle il aurait toujours fait froid, la nuit aurait duré plus longtemps que le jour, la peste aurait frappé chaque année, tout le monde aurait été horriblement pauvre, et où l'on aurait vécu dans la crainte perpétuelle de la fin des temps. Ce fut au contraire une époque d'intense activité. On défriche des terres pour les mettre en culture. On augmente la production de céréales, de légumes, de lait, de fromage. On crée des foires. On trace des routes pour faciliter les déplacements. On accroît le trafic fluvial sur la Seine, le Rhône et tous les grands fleuves. C'était aussi un temps de bâtisseurs effrénés. Des villes sortent de terre comme des champignons, et les maisons sont plus solides, plus grandes et deviennent plus confortables, même dans les campagnes. De la reine Clotilde, vers 500, à la reine Brunehaut, vers 600, jusqu'aux années 630 de Charles Martel à Charlemagne, vers 800, partout on érige des monuments, des églises, des basiliques, comme celle de Saint-Denis. Les fondations de l'un de nos plus célèbres monuments, le Mont Saint-Michel, datent des années Charles Martel.
audace architecturale, on invente le clocher et le transept. Audace métallurgique, on maîtrise l'orfèvrerie mieux que les Romains. On fabrique des bijoux. Certains forgerons, véritables artistes, sont passés à la postérité comme Saint-Éloi. Enfin, on prend le temps de s'amuser. On fait souvent la fête dans les campagnes, mais aussi en ville, sur les places publiques, tandis que les uns font cuire avec soin un cochon à la broche, les autres boivent du vin et concourent souvent à faire des gabes, ces boutades, qui font d'autant plus rire qu'elles sont outrancières. Ce n'est pas une époque austère, loin de là. En 734, 2 ans après Poitiers, Charles Martel, exaspéré par le peu d'enthousiasme des Marseillais à se soumettre aux ordres de Thierry IV, le roi fantoche des Francs, envoya à Marseille le patrice Abon avec les pleins pouvoirs. Les Marseillais, scandalisés par cette ingérence, lui firent un piètre accueil et nommèrent alors un vrai patrice marseillais, notre comte Moronte, que j'évoquais au début de notre rencontre, et qui prit alors le titre de duc et réaffirma aussitôt que Marseille n'avait pas l'intention de se soumettre à quiconque. Piqué à vif, Charles Martel décida alors d'en finir une fois pour toutes avec cette ville rebelle et de la mettre définitivement à genoux. Les troupes franques déferlèrent sur Marseille, brûlant, violant et pillant avec une violence inusitée. Mais enfin, pour quelle raison le maire du palais d'Austrasie s'en prend-il à notre cité? S'interrogent alors les Marseillais. Nous sommes pacifiques, peu armés et peu préparés à un tel carnage. Nous vivons en repos, dans la charité, la paix, la bonté, comme nous l'a recommandé le fondateur de notre monastère de Saint-Victor, notre frère Jean Cassien, qui nous renvoyait dans ses sermons à l'épître aux Corinthiens. Que toute aigreur, colère, indignation, que tout cri et tout blasphème soit banni du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Que peut-on nous reprocher, si ce n'est notre attachement à notre chère cité et à Marie, la très sainte Mère de Dieu? En quelques jours seulement, après Arles et Avignon, Marseille allait être pillée et affamée. Charles Martel a confisqué les biens et les propriétés des églises marseillaises, y compris ceux de l'abbaye de Saint-Victor, et les a redistribués à ses leudes, lui qui se prétend le sauveur de la chrétienté, constate partagé entre le chagrin et la colère les notables marseillais. Leurs tentatives de pourparler pour essayer de stopper ce pillage inacceptable se soldèrent par un échec. Plus rien ne semblait pouvoir arrêter Charles Martel dans sa frénésie de possession dès lors qu'il se disait couvert par le pape. À Marseille, tous ceux qui approuvaient son combat pour imposer partout le christianisme n'en condamnèrent pas moins avec la plus ferme énergie ses méthodes, à commencer par l'évêque de Marseille, Abdalon. Celui-ci affichait une admiration mêlée de terreur pour Charles Martel. Étant incroyablement bien informé, il n'ignorait pas que le maire du palais d'Austrasie n'hésitait pas à rafler les joyaux les plus précieux des églises pour enflouer le trésor royal, mis à mal par les guerres incessantes, et sous prétexte qu'il se mêlait à la politique, à réduire au silence les évêques qui s'opposaient à lui. Même son propre parrain, Rigobert, se plaignait de son despotisme. Abdalon connaissait bien Rigobert, qui gérait à travers son diocèse de Reims de nombreuses propriétés. Ces terres étaient éparpillées dans toute la France, depuis les faubourgs de Reims jusqu'à ceux de Limoges et de Marseille,
Et l'une de ces terres jouxtait le petit bois où les Gaulois jadis se réunissaient pour vénérer les arbres et les forces de la nature, et qui appartenait à Abdallon. Celui-ci y avait fait édifier une petite chapelle où il aimait se retirer de temps en temps, loin des tumultes de la ville. Rigobert lui avait sans doute parlé de son neveu. L'évêque de Reims avait autrefois entretenu d'excellentes relations avec Pépin le Gros, le père de Charles, et c'est la raison pour laquelle il porta le futur Martel sur les fonts baptismaux. Mais s'il avait toujours beaucoup d'affection pour lui, cela ne l'empêchait pas de critiquer souvent sa politique et ses méthodes musclées. Et on peut penser qu'il alerta Abdallon de l'appétit féroce de son neveu. Le dessein de Charles était en fait de favoriser tous ceux qui acceptaient de se soumettre à toutes ses volontés. C'est ainsi que l'indocile Rigobert se verra destitué par Charles, qui le remplacera dans le diocèse de Reims par un simple moine inconnu, mais qui l'avait suivi dans ses conquêtes et lui était tout dévoué, un certain Milon. Gonflé de vanité, Abdallon n'écouta pas les conseils de Rigobert, et se berçant facilement d'illusions, il pensait mettre Charles dans sa poche. Quand celui-ci s'attaqua à Marseille et à Saint-Victor, il alla le trouver, accompagné des moines de l'abbaye et de différents monastères provençaux afin de demander des explications et de le sommer de respecter les biens de l'Église. Mais en vain. Charles était déjà reparti plus au nord pour soumettre les Frisons révoltés contre son joug. Avant cela, toutefois, il prit soin de laisser à Marseille ses judices, à savoir des gouvernements et des garnisons. C'était sans compter sur la détermination des Marseillais qui ont la tête dure et étaient prêts à mourir pour leur indépendance. Dès le départ de Charles Martel, ils se regroupèrent autour du duc Moronte et de ses chevaliers déterminés à en découdre s'il le fallait avec ces Francs qui les méprisaient avec tant d'arrogance. Mais le rapport de force était disproportionné. Il aurait été indispensable de trouver de l'aide. C'est alors que le duc eut l'idée de chercher du secours auprès des Arabes, appliquant le vieux principe gréco-romain selon lequel les ennemis de nos ennemis ne peuvent être que nos amis. Quelle occasion bénie pour l'infidèle! Être appelé au secours par les gens même qu'on souhaite asservir, et pouvoir ainsi s'installer plus solidement sur des terres depuis longtemps convoitées avec leur bénédiction, de conquérant passer au statut de libérateur. En définitive, jouer et gagner sur tous les tableaux. C'était une bonne aubaine et une chance inespérée, à ne surtout pas laisser passer. On peut s'étonner toutefois de ce choix de Moronte, sachant que celui-ci était un chrétien convaincu et fervent, comme l'ensemble des Marseillais. En fait, ce qu'il fallait à Moronte, s'il voulait essayer de résister aux Francs et tenter de les chasser de Marseille et de la Provence, c'était un allié proche et fiable. Après leur défaite, les Sarrasins s'étaient repliés vers les Pyrénées et dans la Septimanie voisine, et qui correspondait grosso modo au département actuel des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. Ils étaient solidement implantés et surtout bien intégrés. Leur comportement à l'égard des populations autochtones et leur affabilité en comparaison avec la sauvagerie des Francs plaidaient en leur faveur, ainsi que leur tolérance en matière religieuse. En Septimanie, les juifs et chrétiens pouvaient pratiquer leur culte en toute liberté. Il semblerait que le duc Moronte se rendit en 759 à Narbonne, qui était occupée par les Arabes depuis 719,
et qu'il y rencontra Youssef, le gouverneur de la ville. Youssef était le fils d'Abdelrahman, le vaincu de la bataille de Poitiers. Il reçut le patrice de Marseille avec tous les honneurs, et comme il le savait fidèle à sa foi, il tenta de le rassurer en l'invitant à constater par lui-même l'harmonie et la paix qui régnaient dans la ville entre musulmans et chrétiens. En somme, à Narbonne, pour tous, c'est le kiff. Le kiff, c'est-à-dire en langue arabe, le bonheur parfait. Incontestablement, Moronte fut séduit par l'éclat et le raffinement de cette civilisation brillante qu'il approchait pour la première fois. Youssef insista aussi sur le fait qu'il n'imposait pas aux chrétiens la charia, la loi islamique, et que si des mosquées avaient été construites à Narbonne, les églises n'en pâtissaient pas moins, et non seulement elles avaient été préservées, mais de surcroît, elles n'avaient jamais été aussi prospères. Pourtant, ce que Youssef se garda bien de préciser à Moronte, c'est que le clocher des églises devait être plus bas que le minaret des mosquées, que les chrétiens n'avaient pas le droit d'organiser des manifestations de masse, et que si un chrétien pouvait monter à cheval, il était refusé d'utiliser une selle. Après de longues mais courtoises discussions, Moronte et Youssef s'engagèrent donc dans une alliance militaire. Youssef proposa à Marseille et aux autres villes, qui pourraient être libérées de l'occupation féroce des Francs, la protection militaire. En arabe, on appelle ce statut la dima, qui signifie protection. En échange de cette protection, la population devait payer un impôt au régime islamique. Après quelques hésitations, Moronte accepta finalement cette forme de soumission, ce protectorat avant la lettre. Mais que n'aurait-il pas accepté pour délivrer Marseille des griffes de Charles Martel? Et c'est donc sans état d'âme qu'il partit combattre les Francs en compagnie de ses nouveaux amis en Avignon puis à Arles. Les Sarrasins occupent ces deux villes, mais les Francs entendent bien les en chasser coûte que coûte. Alors, à Avignon, ce qui va se passer est difficilement imaginable. C'est l'horreur, à l'état pur. La ville est incendiée et aux trois quarts détruite. Les troupes franques tuent sans distinction morts et avignonnais. La rue Rouge porte encore le témoignage de ce carnage. De cette époque date la totale disparition des monuments gallo-romains, dont certains étaient très importants et somptueux. Arles n'est pas mieux loti. Charles Martel, parti libérer la ville, tue en chemin tout ce qui s'y trouve. Épouvanté, la population s'enferme alors avec les Sarrasins et Moronte et ses troupes dans l'amphithéâtre, la plus grosse bâtisse de toute la Provence. Leur résistance est héroïque, mais le rusé Charles Martel eut l'idée de leur couper l'eau par l'aqueduc qui la menait aux arènes. La famine et la soif, ils en arrivèrent à manger leurs chevaux, eurent raison de leur ténacité et les obligèrent à capituler. Ils finirent par sortir, et ils furent tous massacrés. Moronte parvint à s'échapper par miracle. Vainqueur et libérateur, Charles Martel fit alors l'unanimité contre lui, et cette libération à la mode franque attisa les haines pour longtemps. Moronte, bien décidé à venger les Arlésiens et les Avignonnais de leurs maux, galope à présent à bride abattue vers Marseille, qui sait être le prochain objectif de Charles. Dans toutes les églises de la cité phocéenne et à Saint-Victor tout particulièrement, on célébra le duc à son arrivée. Lui seul pouvait protéger Marseille, et on pria le Seigneur et sa bienheureuse mère afin qu'il soit à ses côtés.
Situation singulière, mais qui démontre la complexité du problème posé aux Marseillais, dont la piété ne pouvait pas être mise en doute, mais qui préférait la présence des Sarrasins à celle des Francs, pourtant conduits par le défenseur de la chrétienté. Pour Charles Martel, bien informé de l'état d'esprit des Marseillais, c'en était trop. Une fois encore, la cité phocéenne bravait son autorité, et de surcroît en s'alliant à ses plus grands ennemis. Moronte redoutait, semble-t-il, sa réaction, et craignait désormais le pire. Il n'avait pas tort d'être inquiet. Charles, cette fois-ci, mit le paquet. Il constitua 2 puissantes armées. L'une commandée par son frère Hildebrand, qui s'empara d'Avignon puis d'Arles, l'autre à la tête de laquelle il se plaça et qui fonça sur Marseille, semant sur son passage la terreur et la désolation. Tout au long de leur parcours, leur répression a été terrible, se lamentera alors le duc. Villages détruits, églises dévastées, récoltes brûlées, femmes violées, hommes et jeunes gens massacrés. Fuyant devant ces barbares, les populations qui parvenaient à s'échapper venaient se réfugier derrière nos fortifications. Elles ont été bien accueillies, réconfortées et nourries malgré la faiblesse de nos ressources. Mais quand, il y a 15 jours, Charles Martel a mis le siège devant nos murs, c'est vrai aussi que nous avons manqué rapidement de vivre. Marseille était devenue la seule planche de salut de ces populations terrorisées. Mais l'approvisionnement en nourriture était en effet le principal problème rencontré par les responsables de la ville, qui devaient entretenir et nourrir les Marseillais, mais aussi les Sarrasins, de plus en plus nerveux et agressifs avec la population, comme s'ils la considéraient responsable de la situation, au point que Moronte commençait à se demander si le remède qu'il avait résolu à utiliser ne devenait pas pire que le mal. Pauvre Marseille, prise entre l'enclume, Youssef, et le marteau, Charles Martel, le bien nommé. La ville, fière et brave, continuait à se battre, avec l'énergie du désespoir. Je disais précédemment que Marseille avait décidé de mettre le paquet pour en finir, que Charles avait décidé de mettre le paquet pour en finir avec Marseille. Et bien pour cela, les Francs commencèrent à installer leurs puissantes machines de guerre sous les murs de la ville, catapultes, tours et béliers. Mais ces armes puissantes qui firent la grandeur des soldats antiques, furent très vite abandonnées. Nés de l'esprit inventif des ingénieurs militaires francs, de nouvelles mécaniques novatrices furent bientôt élaborées et révolutionnèrent la poliorcétique. La poliorcétique, c'est l'art d'assiéger et de faire tomber les villes fortifiées. C'est ainsi qu'apparut la perrière, un engin constitué d'un mât fixe sur lequel était accrochée une verge mobile et qui ressemblait à une éolienne à 2 pales d'inégale longueur. À l'extrémité de la grande longueur était accrochée une poche de cuir contenant un boulet de quelques kilos. Au bout de la petite longueur, on attachait une corde. Quand une dizaine d'hommes tiraient violemment ensemble la corde en arrière, la verge tournait brutalement sur son axe et projetait le boulet à une 60aine de mètres. Distance qui peut paraître modeste, mais la cadence de tir étant extrêmement rapide, 60 coups à l'heure, pour peu que l'on puisse approcher assez près des remparts, avec plusieurs engins, on parvenait à soumettre les assiégés à un bombardement intensif. La perrière est l'ancêtre du fameux trébuchet, qui fera tant de ravages à partir du XIe siècle. Le grand avantage de la perrière sur la catapulte classique est qu'elle était utilisable par temps de pluie.
Elle fut employée pour la première fois avec succès par Childebrand lors du siège d'Avignon. À Marseille, les boulets projetés par la Perrière n'étaient pas de simples pierres, mais une sorte de pâte appelée pâton, composée de calcaire pilé et de chaux, que l'on durcissait au soleil ou au four. Ces pâtons, en forme ronde, afin qu'ils se lovent bien dans la poche de projection, étaient redoutables, et mieux valait ne pas se trouver sur leur itinéraire. Mais plus meurtriers encore que les boulets, les objets enflammés pour incendier les fortifications ou les rats crevés pour contaminer les assiégés dans une guerre bactériologique avant l'heure, semèrent la terreur auprès des Marseillais. Cependant, le but de Charles Martel étant surtout de pénétrer à l'intérieur de la ville, il fallait aussi pouvoir gravir les murs de l'enceinte qui dépassaient 7 mètres, sans trop s'exposer aux flèches, aux pierres et à l'eau bouillante des assiégés. Pour cela, une échelle, à cause de son poids, était peu maniable. C'est pourquoi les ingénieurs de Charles Martel employèrent les grands moyens et imaginèrent une tour en bois montée sur roues d'une taille supérieure au rempart, ce qui permettait d'attaquer les assiégés d'en haut. Ils avaient inventé le beffroi. Par ailleurs, un siège était aussi alors une guerre animale. Le bélier affrontait la louve. Le bélier, c'était cette énorme poutre armée d'un fer qui servait à défoncer un point faible de rempart comme une porte. Mais le bélier devait prendre garde à la louve, cet anneau pendu au bout d'une corde avec lequel les assiégés tentaient d'attraper le bélier et de le tirer en l'air. Les Marseillais, malgré ces nouvelles armes technologiques promises à un brillant avenir au Moyen-Âge, résisteront aux Francs et les bombarderont de toutes sortes de projectiles, au point que ceux-ci se transformèrent en taupes et commencèrent à s'enterrer et à creuser des tranchées qui préfigurent celles de la guerre de 1914. En fait, s'il s'agissait surtout pour le rusé Charles Martel de creuser des galeries de nuit, juste en dessous des remparts, une fois ces galeries étayées avec des piliers de bois, on y mettrait le feu et le tour serait joué. Une fois le bois, une fois consumé, le sol qui soulevait s'affaisserait et entraînerait avec lui la muraille. On ne sait si l'opération fut couronnée de succès. Mais ce qui est certain, c'est que malgré toutes leurs armes sophistiquées et les moyens déployés, les Francs peinaient à emporter la ville. Les Marseillais et les Sarrasins opposaient la plus opiniâtre résistance. Cependant, la vie des assiégés devenait de plus en plus dure. Combien de temps Marseille allait-elle pouvoir tenir? Le siège dura plus de 3 semaines, et Charles dut faire appel à de nouveaux renforts et de nouveaux matériels pour faire plier la cité phocéenne qui, en juin finalement, sera prise ou libérée suivant le côté où l'on se place. Comme à Jéricho, écrivit Frédéguerre dans ses chroniques, au milieu du fracas des armées et au son des trompettes, avec des machines de guerre et des échelles de corde, ils se ruent sur les hautes murailles, pénètrent dans cette ville bien fortifiée, l'incendient, capturent leurs ennemis étrangers, les tuent, les trucident, les abattent et rétablissent avec succès leur autorité. Malgré leur vaillance, le duc Moronte et ses hommes, submergés par le nombre, finirent par se replier sur la ville haute, abandonnant le reste de la cité aux Francs, qui s'en donnèrent à cœur joie, massacrant la population, incendiant les maisons après les avoir pillées, n'épargnant même pas les églises. Youssef et ses principaux lieutenants abandonnèrent la place et se replièrent sur Narbonne, qu'ils parviendront à conserver jusqu'en 759.
à Marseille. Bientôt seule, la citadelle où s'était réfugié le duc était encore libre. Mais quand Charles entra dans la ville, Moronte n'était plus là. La mort dans l'âme, il s'était résolu à quitter la ville pour les montagnes de l'Est, accompagné de quelques comtes et chevaliers fidèles et escorté par les troupes de l'émir Hatima qui commandait les troupes sarrasines à Marseille, mais en promettant toutefois aux Marseillais de revenir. Auparavant, il avait réuni dans la ville haute les comtes marseillais, les représentants de la population et l'envoyé de l'émir Hatima pour les informer de son départ, qu'il ne voulait pas voir interprété comme une fuite. Et il leur tint en substance ce discours. Face au nombre et à la barbarie des Francs, et pour éviter un plus grand malheur pour les Marseillais, nous avons décidé, tous ensemble, de quitter la ville. Mais nous poursuivrons notre juste combat dans les montagnes à l'est de Marseille, dans les forêts plus sûres et loin des populations civiles innocentes. Charles Martel a voulu soumettre Marseille, mais nous ne nous soumettrons jamais. Nous sommes Marseillais, nous refusons d'être Français. Dans l'avenir, cette dernière phrase, nous sommes Marseillais, nous refusons d'être Français, reviendra très souvent dans la bouche de Marseillais qui construiront peu à peu l'image devenue emblématique de Marseille, la ville rebelle. Charles et Childebrand passèrent la région au crible pour retrouver l'ancien maître de la ville, mais en vain. Moronte, insaisissable, trouva asile dans les Calanques et vraisemblablement finira ses jours quelque part dans des falaises impraticables protégées par la mer et dans les forêts impénétrables situées entre Hyères et la rivière d'Argens et qui portent depuis cette époque le nom de Maure. Au début des années 1960, un vieux pêcheur marseillais féru d'histoire et de légendes provençales racontait aux touristes et aux enfants dont je faisais partie des histoires fabuleuses de fées, de lutins et de fantômes. Un jour, il nous confia, d'un air mystérieux, que les premiers jours de l'été, quand la nuit tombe sur les nombreuses petites criques des Calanques entre Marseille et Cassis, on peut encore entendre les rugissements de colère et les longs sanglots du duc Moronte, chassé de Marseille, sa ville natale. Désespéré de n'avoir pu tenir sa promesse faite aux Marseillais de revenir auprès d'eux, il errait seul la nuit comme une âme en peine depuis des siècles. Ce n'est que 20 ans plus tard que je sus qui était ce duc Moronte et que j'appris ses démêlés avec Charles Martel. Même si on peut imaginer que les Marseillais, avides de liberté, se seraient sans doute vite révoltés contre le statut très inférieur de la Dima, il faut rappeler qu'ils avaient majoritairement approuvé l'accord passé entre Moronte et Youssef, tant était vif leur ressentiment envers les Francs qu'ils harcelaient depuis des mois. Mais à présent, ils en payaient le prix. Charles Martel, dont la compassion n'était pas, on l'aura compris, la qualité première, ne leur pardonnait pas cette alliance contre nature. Et après avoir mis la ville à sac, il se vengea sur la population de façon impitoyable. La répression des Francs fut terrible et sanglante, et elle se poursuivit pendant plus de 2 ans, jusqu'à la mort de Charles Martel dans son lit, à Quierzy-sur-Oise, en octobre 741, à l'âge honorable pour son époque de 53 ans, après quelques mois de maladie. Le redoutable guerrier, qui sera le fondateur de la dynastie carolingienne, laissa derrière lui un royaume franc plus puissant que jamais. Son fils, Pépin le Bref, qui lui succéda, destitua le roi fainéant Childéric III, celui qui sera le dernier mérovingien,
et il devint roi des Francs, sacré en la basilique Saint-Denis par le pape Étienne II, venu tout exprès de Rome. Quelques mois après la mort de Charles Martel, naîtra un garçon, le fils de Pépin le Bref, à qui l'on donna le nom de son grand-père Charles, et qui deviendra Charlemagne, empereur d'Occident. À Marseille, la disparition de Charles Martel fut ressentie comme un immense soulagement. Et pourtant, ne délivra-t-il pas la ville de l'emprise des Sarrasins? En fait, ce que les Marseillais retenaient d'abord de Charles Martel, c'était sa cruauté et son mépris envers eux. Mais sans doute, n'était-il pas moins, ni plus ni moins, cruel et insensible que d'autres, sachant qu'en ces temps-là, toute mansuétude s'apparentait facilement à de la faiblesse. Alors, Charles Martel fut-il le libérateur de Marseille ou son bourreau? La question reste posée. Pour moi, sans doute, un peu les deux. Charles Martel ne supportait pas qu'on s'oppose à lui. On l'aura bien compris. D'où sa violente réaction contre Marseille dont il devint le bourreau. Même si dans son esprit, il en était le libérateur, puisqu'il libéra la ville des Sarrasins qui n'y revinrent pas. Il en devint le bourreau car il voulut faire payer aux Marseillais leur alliance avec les plus redoutables ennemis de la chrétienté. Chrétienté qu'il entendait représenter et défendre, même si ses méthodes restaient discutables et si on lui attribua, non sans raison, le qualificatif de spoliateur de l'Église. Ce n'est que sous Charlemagne que l'Église de Marseille commença à reconstituer son patrimoine dévasté, et c'est l'évêque Moronte, dont on ne sait s'il s'agissait d'un parent du duc, et son successeur, Wadald, qui s'attelèrent à cette tâche immense. Charles Martel, voyez-vous, est sans doute l'un des personnages les plus contestés de notre histoire. Supprimé de nos manuels scolaires, il est célébré par les uns comme le plus pur de nos héros et le sauveur de la France, dénoncé par les autres comme un monstre sanguinaire et barbare. Tandis que pour l'historien Karl Ferdinand Werner, il est à l'origine de la naissance d'un sentiment national français, il faut, pour Suzanne Ciron, auteur du mythe national, dissiper l'illusion qu'au 8e siècle, notre pays existait déjà et que Charles Martel a sauvé la France, et dénoncer par ailleurs le rôle de Charles Martel, ou plutôt le rôle que certains, de nos jours, veulent lui faire jouer dans l'inconscient des pulsions racistes anti-arabes et dans l'illusion d'une supériorité de la civilisation catholique et blanche. Quoi qu'il en soit, Charles Martel mérite mieux sans doute que des clichés fallacieux, qu'ils soient faits pour le louer exagérément ou le charger de tous les méfaits de la terre. Pour en revenir à Marseille, on peut également se poser une question symétrique concernant le duc Moronte. Fut-il l'un de nos plus ardents héros de l'indépendance marseillaise ou un félon et un traître abominable qui ouvrit toutes grandes les portes de Marseille aux Sarrasins sous prétexte d'une alliance contre l'hégémonie franque? Ma réponse sera à peu près la même que pour Charles Martel, sans doute un peu des deux. En somme, vous me direz une réponse de Normand. Comme souvent dans l'histoire, celle de Marseille comme celle de la France, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il n'y a pas, ou très rarement, d'une part des héros purs et sans tache qui détiennent toute la vérité, et de l'autre des traîtres ignobles. En ce qui concerne cet épisode de l'histoire de notre ville,
chacun des protagonistes, j'en suis persuadé, était sûr de bonne foi d'œuvrer pour le bien commun. Si la plupart des Marseillais éprouvèrent beaucoup de peine en apprenant le départ de Moronte et surtout de crainte, car ils se retrouvèrent sous le joug implacable des Francs, je voudrais signaler que certains pourtant s'en réjouirent, car si un grand nombre de Marseillais avaient été dès le premier jour derrière lui, d'autres désapprouvèrent avec force son alliance avec Youssef. Ce fut le cas de frère Jean-Marie de la Trinité, moine à Saint-Victor, qui quitta aussitôt son abbaye au départ du duc et de ses hommes, et rejoint bientôt par de nombreux Marseillais en liesse, descendit joyeusement vers le port à la rencontre des Francs. Il ne cachait pas son émotion et son soulagement. « Ah, je suis heureux de l'arrivée du très chrétien Charles Martel, qui va remettre de l'ordre dans notre ville après avoir mis à nouveau les Arabes en déroute. Les musulmans n'avaient pas leur place ici. Les Lombards, les Saxons, les Francs, c'est différent. Ce sont des Blancs et nous avons les mêmes valeurs. Et ils sont chrétiens comme nous. » Le problème, c'est qu'à peine avait-il terminé sa péroraison, il fut repoussé sur le côté sans ménagement par les cavaliers francs, qui, suivis d'une troupe de mercenaires dépenaillés et vociférants, armés jusqu'aux dents, se dirigèrent à bride abattue vers l'abbaye de Saint-Victor, non pour y prier et remercier le Seigneur de leur avoir donné la victoire, mais pour la piller. Quelques minutes plus tard, des flammes s'échappaient des fenêtres du monastère sous les yeux horrifiés des Marseillais, et les moines s'enfuyaient terrifiés et passèrent sans même le voir devant frère Jean-Marie, qui, tombé à genoux, n'en croyait pas ses yeux et répétait en sanglotant comme une litanie « Mais ce sont pourtant des chrétiens !» Eh non, hélas, frère Jean-Marie, tout n'était pas aussi simple et évident que vous pouviez le penser depuis la cellule de votre abbaye. Tout n'était pas aussi simple en ce 8e siècle de grands bouleversements et de chocs des civilisations et des religions. Tout était encore en gestation. Nous étions en l'an 734 après Jésus-Christ. Je vous remercie.